Le 11 juillet 2021, l'Italie affronte l'Angleterre en finale du championnat d'Europe des nations de football. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pendant le temps réglementaire. La finale se jouera donc dans une séance de tir au but. Et le dernier tireur anglais est un jeune homme de 19 ans, un certain Bukayo Saka. Si Saka rate son tir au but, l'Angleterre perdra. Saka s'élance, il tire, et son tir est arrêté par le gardien italien. À ce moment-là, l'Angleterre a perdu. Ce sont les espoirs de tout un pays qui s'effondrent. Mais la vraie victime dans cette histoire, ça va être le pauvre Bukayo Saka. Au moment où son tir est arrêté, il le sait déjà. Dans les jours, les semaines et les mois qui suivent, ses notifications et ses fils d'actualité sur les réseaux sociaux se remplissent d'une vague, d'un torrent, d'un océan d'insultes xénophobes et racistes. Saka est en train de subir un harcèlement à l'échelle nationale. Alors, de tels harcèlements, ça n'arrive pas à la plupart d'entre nous, fort heureusement. Cependant, les harcèlements sont devenus incroyablement courants dans nos sociétés. On estime ainsi que dans chaque salle de classe en Suisse, environ 3 élèves subissent un harcèlement scolaire. Et ces harcèlements ont des conséquences dramatiques sur la santé mentale des victimes, qui peuvent aller de l'anxiété chronique à la dépression, voire jusqu'au suicide. Et ces harcèlements qui prennent parfois des formes physiques, prennent de plus en plus la forme de violences verbales sur Internet, et en particulier sur les réseaux sociaux. Et à ce jeu-là, il n'y a pas d'égalité. Certaines minorités ethniques, les femmes et la communauté LGBTQ sont beaucoup plus exposées que les autres. Les réseaux sociaux sont très peu inclusifs pour beaucoup de personnes. Et ça a des conséquences non seulement sur les victimes, mais même des conséquences beaucoup plus profondes sur nos sociétés. Il est ainsi beaucoup plus difficile pour une femme ou pour une personne d'origine ethnique différente de réussir sur les réseaux sociaux, de devenir un influenceur ou un youtubeur à succès. Et quand il s'agit en particulier de sciences, par exemple d'informatique, il y a des conséquences très importantes sur la représentativité, sur l'absence de modèles pour toutes sortes de personnes. À cela s'ajoute le fait que de plus en plus, les opportunités professionnelles se trouvent sur les réseaux sociaux. En excluant certaines sous-populations, les réseaux sociaux sont en train de créer des inégalités de plus en plus exacerbées en termes de genre et en termes raciaux. Alors, il y a toutes sortes de problèmes, mais en tant que chercheur en informatique, la question qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux aider ? Comment est-ce que je peux faire en sorte de combattre ces inégalités, cette discrimination de masse sur les réseaux sociaux ? Eh bien, malheureusement, beaucoup des algorithmes sur lesquels j'ai pu travailler sont malheureusement eux aussi extrêmement biaisés, voire parfois ils aggravent la situation. Par exemple, il y a 1 an, un algorithme développé et déployé par Twitter était lui-même, en un sens, raciste. Alors, je vais vous expliquer un peu le problème. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous utilisez Twitter et que vous mettez en ligne une photo sur Twitter, si cette photo n'est pas dans les dimensions de Twitter, Twitter va automatiquement recadrer la photo dans une région qu'il considère intéressante. Mais le problème qu'on peut se poser, c'est, imaginez maintenant qu'il y ait une photo avec 2 visages. 2 visages qui sont suffisamment distants pour qu'il soit impossible pour l'algorithme de recadrer la photo sur les 2 visages à la fois. L'algorithme doit alors choisir.
Et imaginez maintenant que parmi ces deux visages, il y a le visage d'une personne de couleur de peau blanche et le visage d'une personne de couleur de peau noire. Que va-t-il se passer? Quel visage va être mis en avant par cet algorithme de recadrage et quel visage sera ignoré? Bien, je pense qu'avec l'image d'écran, vous pouvez deviner ce qui se passe. L'algorithme de Twitter recadre systématiquement la photo sur la personne de couleur de peau blanche et ignore, efface la personne de couleur de peau noire. En un sens, l'algorithme est raciste. Mais il y a pire. Il y a pire, notamment avec l'avènement des algorithmes de traitement du langage. Ces algorithmes sont entraînés avec une grande quantité de textes trouvés sur Internet. Et à l'instar des claviers intelligents sur vos téléphones, ces algorithmes sont capables d'effectuer de l'autocomplétion. Vous pouvez ainsi commencer une phrase qui parle par exemple de musulmans et laisser l'algorithme compléter. Eh bien, je vous laisse deviner ce qui se passe lorsqu'on lance cet algorithme sur des phrases comme « deux musulmans rentrent dans une mosquée ». Le chercheur Aboubakar Abid a fait l'expérience encore et encore avec l'un de ces algorithmes, GPT-3, développé par OpenAI, et a constaté que systématiquement, cet algorithme complète ce genre de phrase avec des mentions de terrorisme. Imaginez maintenant que des applications comme Google Search s'appuient sur de tels algorithmes. C'est déjà un peu le cas. Il faut alors craindre qu'à chaque fois qu'un utilisateur cherche musulman sur Google, on lui recommande systématiquement des contenus sur le terrorisme. Et ce, à potentiellement des milliards d'utilisateurs sur Terre. Là, on parle de conséquences potentiellement géopolitiques majeures à très grande échelle. Mais alors, pourquoi? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que ces algorithmes ont ces biais racistes? Eh bien, pour le comprendre, je vais vous raconter l'histoire de deux algorithmes conversationnels, Xiaoce et Tei, au destin très différent. Vous avez peut-être entendu parler de Tei. Tei a été développé par l'entreprise Microsoft et avait été lancé sur Twitter, où Tei interagissait avec des utilisateurs. En l'espace de 24 heures seulement, Tei était devenue raciste et sexiste. Elle appelait même au génocide de certaines sous-populations. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le même algorithme a été déployé par Microsoft sur les réseaux sociaux chinois, sous le nom de Xiaoce. Et Xiaoce, en revanche, est devenu adorable, à tel point que Xiaoce est aujourd'hui utilisé par 600 millions de Chinois. 600 millions de Chinois. Un Chinois sur deux. Et beaucoup de ces Chinois la décrivent comme adorable, même intelligente et même séduisante. Mais alors, que s'est-il passé? Comment se fait-il que le même algorithme conçu par la même entreprise devienne d'un côté raciste et de l'autre adorable? Eh bien, tout se joue dans les données auxquelles ces algorithmes ont accès. En gros, Tei, à chaque fois qu'elle disait un truc horrible, il y avait plein de trolls sur Twitter qui likaient et retweetaient. Et du coup, Tei s'est dit « Ah, c'est la chose à faire ». Alors que dans les réseaux sociaux chinois, c'est à chaque fois que Xiaoce disait quelque chose d'adorable qu'elle recevait de l'engagement, des réponses et des likes. Ces algorithmes sont manipulés par leurs données. Mais à l'heure moderne, les grandes entreprises du web utilisent toutes sortes de données qu'elles trouvent pour entraîner leurs algorithmes. Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce que parmi les données du web, il y a beaucoup de données peu fiables? En fait, c'est pire que ça. Dans une grande partie du web, il y a des attaques de campagnes de désinformation qui mettent sciemment des données trompeuses. Et pour vous donner une ampleur de l'échelle de ces attaques, je vous laisse réfléchir à la question suivante. Quel est, d'après vous, le nombre de faux comptes qu'il y a sur Facebook? Par exemple, en 2019, combien de faux comptes
Facebook a-t-il dû retirer de sa plateforme? Est-ce qu'on parle de 1000 faux comptes, 10 000 faux comptes, 1 million de faux comptes? Je vous laisse y réfléchir. Eh bien, la réponse, c'est qu'en 2019, Facebook a retiré environ 6 milliards de faux comptes. 6 milliards de faux comptes. Sachant que Facebook prétend avoir 3 milliards d'utilisateurs humains, et honnêtement, je ne sais pas comment ils le savent. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des comptes sur Internet sont des faux comptes. Et les algorithmes d'aujourd'hui sont entraînés sur toutes ces données. Et du coup, ces algorithmes, ils vont regarder typiquement les likes et les retweets que reçoivent tel ou tel contenu. Donc quand vous voyez un contenu sur Twitter qui a énormément de likes et de retweets, il faut se demander, finalement ces données, ces likes et ces retweets, est-ce que ce sont des likes et des retweets d'humains ou est-ce que ce sont le résultat de campagnes de désinformation? Aujourd'hui, les algorithmes de recommandation ignorent cette question. Ils affichent le nombre total de likes et de retweets, indépendamment de savoir s'il s'agit de likes et de retweets de faux comptes. Et si vous y réfléchissez, c'est même pire que ça. Parce qu'il n'y a pas que les algorithmes qui sont vulnérables, qui observent ces nombres de likes et de retweets. Les utilisateurs humains aussi réagissent à cela. Et donc, quand un message horrible d'un auteur de ce message reçoit énormément de likes et de retweets, l'utilisateur humain va se dire « Ah tiens, ça fait des vues ». Et malheureusement, bien souvent, ce sont des messages d'harceleurs, des messages horribles, qui reçoivent ce genre de likes et de retweets et qui encouragent du coup les auteurs de ces messages à persévérer dans cette création de messages de haine. Et c'est même encore pire que ça, puisque la raison pour laquelle ces messages deviennent tout à coup extrêmement populaires, c'est parce que les algorithmes pensent que ce message est populaire de base, et du coup ils vont l'amplifier et le recommander beaucoup plus encore. Aujourd'hui, le web est soumis à toutes ces attaques, et les algorithmes n'aident pas. Et ça, c'est parce que finalement, les algorithmes ne sont pas conçus pour être éthiques. Ils sont conçus aujourd'hui pour mettre en avant ce qui est populaire. Alors, comment est-ce qu'on résout ce problème? Ça, c'est vraiment la question qui me fascine. C'est la question qui, lorsque je me réveille, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ces algorithmes? Eh bien, j'ai un début de réponse pour vous. Avec des collègues, on a lancé une plateforme appelée Tournesol. L'objectif de Tournesol, à très long terme, c'est vraiment de résoudre ces questions, de permettre des recommandations qui soient plus éthiques. Et notre solution pour y arriver, c'est de dépendre de jugements de nos contributeurs. On essaie de généraliser finalement ce que nos contributeurs jugent éthique à recommander. Alors en pratique, comment ça se passe? N'importe quel d'entre vous peut aller sur la plateforme et choisir 2 vidéos YouTube à comparer et nous dire laquelle de ces vidéos devrait être davantage recommandée à plus grande échelle. Alors bien sûr, si vous voulez donner plus d'informations à Tournesol, on est tout à fait d'accord. Et on vous permet notamment de préciser, selon différents critères, laquelle de ces vidéos est meilleure. Est-ce que telle ou telle vidéo est davantage fiable en termes informationnels? Est-ce que telle ou telle vidéo parle d'un sujet plus important? Et ainsi de suite. Et l'un de nos critères est bien sûr, est-ce que la vidéo promeut la diversité? Et est-ce qu'elle est inclusive? Est-ce qu'elle serait bien reçue, y compris par exemple par des personnes critiquées par la vidéo? Ensuite, à partir de toutes ces données, avec Tournesol, on assigne à chaque vidéo notée par nos contributeurs un score qui représente du coup l'avis de la communauté. Et si vous utilisez les plugins de Tournesol pour Firefox ou pour Chrome, vous pouvez accéder directement aux recommandations de la communauté de Tournesol dans la page d'accueil YouTube. À long terme, on espère que ces outils vont nous permettre de combattre la discrimination de masse sur les réseaux sociaux et de mettre en avant davantage des contenus d'utilité publique.
Mais pour y arriver, nous avons besoin d'une grande base de contributeurs. Nous avons besoin de beaucoup plus de jugement humain pour nous aider à guider nos scores et faire en sorte que Tournesol devienne un algorithme de recommandation avant tout stable. J'espère que je vous ai convaincu que rendre ces algorithmes bénéfiques est devenu extrêmement important et j'espère que je pourrai compter sur chacun d'entre vous pour nous aider à rendre ces algorithmes plus bénéfiques. Merci.